Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formateurs indépendants libérés. Je suis Céline Pinto, mentor business des formateurs indépendants qui veulent vendre leur propre formation depuis 2020. Et à travers ce podcast, je te livre les meilleures stratégies pour développer ton activité en vendant tes propres formations. Chaque vendredi, je te propose à travers ce podcast de poser un autre regard sur ton activité de formation. Je te propose de laisser ta casquette de formateur au placard et de coiffer ta couronne d'entrepreneur sur ta tête. Sur Le Fil, on va s'intéresser au business de la formation, on va parler de marketing, de communication, de vente, mais aussi d'andragogie et bien sûr de Calliope. À travers ce podcast, tu vas découvrir comment te construire une activité de formation qui te ressemble et qui coche tes 3 V, ta vie, ta vision, tes valeurs. On va aussi partir un peu plus haut dans les méandres de ta puissance personnelle et de ton état d'esprit parce que je crois que toutes les stratégies fonctionnent beaucoup mieux quand ton esprit est plus fort. Alors si tu es prêt à devenir un formateur indépendant libéré, on démarre tout de suite avec l'épisode du jour. Salut Delphine, je suis ravie de te retrouver ici dans ces podcasts. Tu es ma première invitée. Pour une première invitée, tu es ma première formatrice. Ça tombe bien parce que je m'adresse à des formateurs. Donc, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Comment tu vas, Delphine? Eh bien, salut Céline. Alors, je vais très très bien et alors, je suis très honorée d'être la première participante à ton podcast parce que je prends ça comme un grand privilège. Donc, voilà, forcément, super bien. Je suis en bonne compagnie. Je pense qu'on va aborder des sujets très chouettes. Et puis, voilà, je suis fière d'être ta première invitée. Je trouve que c'est une belle reconnaissance, donc j'en suis ravie. C'est la première fois qu'on se parle en vrai. On a l'habitude de se parler sur LinkedIn à travers nos posts. Finalement, le hasard fait que sur un podcast qui s'adresse à des formateurs, tu vas nous parler de ton quotidien de formateur, de tes défis, de tes challenges. Et pour démarrer, je te propose que tu te présentes à nous, Delphine. Avec plaisir. Donc, je suis Delphine Baer. Ça fait donc, ça va faire la 12e année que je fais de la formation, que je suis à mon compte. Alors en fait, j'ai une entreprise qui s'appelle Octoflow avec une emblème qui est la pieuvre parce qu'en fait, je touche à beaucoup de sujets, toujours en lien avec l'humain, que ce soit le management, la relation client, la transmission des savoir-faire, et puis tout ce qui va être en lien avec les soft skills, puisque j'ai aussi une casquette de sophrologue. J'ai d'abord été sophrologue avant d'être formatrice, et donc la formation est venue à moi, donc après j'ai un peu pivoté au niveau de mon entreprise. Et donc voilà, j'ai cette coloration très prise de conscience, les relations humaines. J'aime bien dire quand je me présente, dès qu'il y a des interactions entre les humains et que ça commence à coincer, j'aime bien intervenir. Super, super. Merci beaucoup Delphine pour cette préparation. Et si tu es venue ici, l'intention première, c'est de nous parler de ton désir de vendre ta propre formation, de quitter un petit peu la sous-traitance qui est un secteur qui t'embête un petit peu pour Mhm. X raisons. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Et l'autre élément que je trouve super intéressant, c'est que tu as décidé de build in public la création de ta formation. Alors, avant de commencer, est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent ce que ça veut dire le build in public? Bien sûr. En fait, c'est le fait de construire en public. C'est vrai que souvent, on peut avoir voilà, un produit fini qui arrive sur le marché et puis finalement, voilà, je sais pas, chez Apple, ils sortent le nouvel iPhone, ils vont pas t'expliquer comment ils l'ont fabriqué. Là, le but d'une public, c'est une façon de fédérer une communauté autour d'une offre. Alors, sans forcément que la communauté soit forcément les personnes qui vont acheter l'offre, mais en tout cas qui vont pouvoir en parler. Et l'idée, c'est de montrer, moi j'ai beaucoup de formateurs dans mon réseau sur LinkedIn, pas que, mais j'en ai beaucoup, et de montrer que c'est pas toujours si simple en fait. C'est vrai quand on arrive avec une offre complètement ficelée, on peut se dire ah là là, c'est facile en fait de créer une offre comme ça ex nihilo, sortie de nulle part. C'est simple. Moi je trouve que c'est pas si simple justement et que parfois il peut y avoir une notion de complexe sur LinkedIn parce que on voit beaucoup de belles choses,
on parle du SMIC à 10K sur LinkedIn, alors que bon, quand on sait que les personnes qui gagnent plus de, je sais pas, 2 400 euros, c'est 10% de la population ou quelque chose comme ça. J'ai mon fils qui fait sciences économie au bac, là, j'ai relu un devoir hier, c'était à peu près ces chiffres-là. On se dit, bon, ok, à un moment, il y a la vie sur LinkedIn et il y a la vraie vie. Et la vraie vie, c'est bah, voilà, c'est des hauts, des bas. Et je me suis dit, bah tiens, je trouve ça intéressant. Alors, il y a un double effet en fait sur le fait de faire ça. Le premier, c'est que, bah, comme je l'ai expliqué sur mes posts, c'est que moi, j'ai toujours 50 000 idées, mais je vais pas toujours au bout. Voir quand c'est mes idées pour moi, je vais très rarement au bout parce qu'il y a toujours des projets plus urgents, plus rémunérateurs qui font que je vais favoriser les demandes des clients en priorité. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, finalement, si j'annonce que je veux lancer cette formation, bah, d'une certaine manière, en prenant un engagement public, bah, ça va me forcer à y aller. Alors, forcer, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de contrainte, mais en tout cas, ça va me booster pour le faire. Et en créant comme ça, je me dis, bah, ça montre aux personnes qui n'osent peut-être pas ou que bah, il y a plein d'étapes à respecter, que bah, des fois il y a des hauts, il y a des bas. Très clairement, hein, moi je me pose la question en ce moment, est-ce que je perds pas mon temps? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'ai des idées, mais d'un point de vue technique, c'est pas forcément si simple à mettre en place entre ma vision idéale. Quand tu commences à dire, alors il faut ça comme outil, ben oui, mais je veux un prix de vente à temps, mais alors donc en fait ça me coûte plus cher en outil que ce que je vais gagner, sauf si je le vends en 8500 fois. Bon, tu revois un peu les outils, tu vois, c'est tout ça quoi. Et donc je trouvais ça intéressant de le partager parce que voilà, d'être dans la vraie vie, je trouve que moi j'aime bien les gens qui sont transparents en fait. Tu dis, ah ok, d'accord, c'est pas si simple que ça, même si c'est super de monter tout ça. Mm. C'est super intéressant. Donc, je résume. En fait, tu as décidé de faire du building public sur LinkedIn parce que tu as aussi une grosse communauté sur LinkedIn. Euh, de prendre cet engagement en public, ça te motive encore plus à aller jusqu'au bout, surtout que tu t'es donné une deadline. Donc, c'est vraiment un énorme avantage du build in public. C'est difficile à dire. Oui, C'est qu'on s'auto-engage envers notre communauté pour passer à l'action. Et c'est ça. puis, il y a deux autres effets. Le deuxième effet, c'est que tu vas pouvoir aller trouver du soutien auprès de tes abonnés si tu n'arrives pas voilà, à fixer ton prix ou définir le meilleur outil pour publier ta formation, par exemple. C'est ça. Et puis, l'autre effet, c'est que tu commences à communiquer avant même que ta formation soit créée. Et du coup, ben, les gens, quand ils vont arriver, quand ta formation sera prête, ils sauront déjà que tu as créé cette formation et ils seront prêts quasiment à l'acheter. Donc, il y a toute cette Exactement. partie teasing qui va t'aider pour ces ventes. C'est ça. Et puis, même aujourd'hui, regarde, si j'en avais pas parlé avant, tu m'aurais pas invité. Là, ça va pouvoir être l'occasion d'un post de dire qu'on était ensemble ce matin et que, bah voilà, finalement, on a discuté de ça. Donc, je trouve que c'est un modèle plutôt vertueux. Donc, en tout cas, moi, il Carrément. me plaît bien. Tout à l'heure, tu m'as expliqué que tu travailles beaucoup en sous-traitance aujourd'hui Mhm. et que tu as bah, justement décidé de lancer enfin ta propre formation pour vivre ta liberté de formateur. Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ta propre formation? Alors le côté sous-traitance, je vais nuancer parce que en 2024, j'ai déjà beaucoup baissé la sous-traitance que je pouvais faire pour des organismes de formation parce que, en fait, pendant plusieurs années, j'étais en auto-entreprise et ensuite j'ai créé vraiment la structure Octoflow. Et donc là, je me suis dit, bon, maintenant, c'est bon, t'arrêtes d'être un bébé formateur. En fait, c'est pas péjoratif, hein, c'est moi mon ressenti de me dire à un moment, t'es peut-être assez grande pour aller faire les choses toute seule. Parce que la sous-traitance, il y a un côté très confortable d'une certaine manière où bah, finalement c'est l'OF qui sollicite, bah, qui amène les clients, souvent qui gère la partie administrative. Donc il y a un côté très, très confort d'une certaine manière. Euh, dont j'ai profité pendant des années parce que ça m'allait bien. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, tu as grandi, tu as mûri, tu as pu avancer sur plein de choses. Donc, finalement, est-ce que tu pourrais aller chercher tes clients toute seule et aussi pour aller
proposer des offres qui sont vraiment en lien avec ma personnalité, ma manière de vivre la formation et de vouloir la faire vivre aux participants. Donc 2024, ça a été compliqué parce que alors, deux événements. Un, je décide que je veux réduire la sous-traitance avec un certain nombre de partenaires. Et en plus, je déménage, je change de région. Donc là où j'avais développé mon réseau quand j'étais en Picardie, bon, bah, finalement, voilà, la vie familiale fait que parfois on fait d'autres choix. Et donc, j'arrive à Metz au mois d'août. Et donc, bon, bah, là, il faut repartir de zéro. Donc, ce qui fait que 2024, c'est pas mon plus beau chiffre d'affaires, mais c'est OK. Et donc là, je me dis, bon, bah, très bien. Au vu de tout ça, j'ai envie de pouvoir créer une offre qui me ressemble, mais surtout qui soit commercialisable en ligne, parce que bah, voilà, je me rends compte que la situation géographique, c'est aussi un enjeu dans nos métiers. Si tu développes ton réseau d'un côté et que finalement tu pars, bah, tu laisses d'une certaine manière tout ça. Alors que si c'est du en ligne, bah, tu t'affranchis des barrières géographiques. Donc stratégiquement, alors ça ne veut pas dire que je vais plus faire que ça, mais je veux équilibrer le modèle et toujours avec ma petite pieuvre, finalement, je veux que chaque tentacule soit une façon d'amener du business. J'adore le présentiel, j'adore vraiment voilà, le synchrone, donc le fait d'être au contact des apprenants. Maintenant, je pense qu'un modèle asynchrone en distanciel, ça peut être aussi intéressant pour équilibrer, en fait. Parce que dans nos métiers de formateurs indépendants, alors ça dépend des secteurs sur lesquels on intervient, mais on a rarement une activité sur 12 mois. Pour la plupart, je pense que juillet-août, bon, on peut aller jusqu'au 14 juillet, mais mi-juillet, mi-août, c'est souvent un mois qui est très creux, voire les 2 mois d'été. La période des fêtes, à partir des congés scolaires de Noël jusqu'à mi-janvier, c'est souvent aussi des moments creux. Donc, faut assurer son chiffre sur pas une année complète, sachant que sur les moments où on a moins d'activité, bah, on peut être en vacances. Donc, ça veut dire que tu n'as pas ton chiffre et qu'en plus, tu vas dépenser. Donc, il faut combler ça en fois deux. Donc, c'est des vrais sujets financiers qu'il faut essayer d'anticiper. C'est pas simple, mais voilà, je pense qu'il y a des modèles aujourd'hui. Je pense que le Covid, ça a été intéressant parce que ça a développé plein de choses à ce niveau-là et une nouvelle façon de consommer de la formation. Pareil, là, moi, cette formation, elle sera à destination des particuliers. Donc, c'est encore aussi dans le modèle équilibré une autre source de personnes potentiellement intéressées par rapport à mon business qui, normalement, est à destination des entreprises. Et d'ailleurs, tu vas former à destination des particuliers. Est-ce que tu as prévu des financements pour cette formation ou il y aura zéro financement? Non. Zéro financement parce que donc c'est dans la construction là que je suis en train de faire, mais j'aimerais partir sur des formats entre guillemets peu chers pour qu'ils soient accessibles, mais qui puissent potentiellement être démultipliés. Et ça, tu vois, ça fait partie de mes réflexions. Est-ce qu'on propose une offre high ticket, tu vois, très chère, où tu touches, bah, je crois que tu as fait un post dessus, là, il n'y a pas longtemps, il me semble, très cher et il ne faut pas beaucoup de monde, ou peu cher et finalement, ça se vend plus facilement. Et moi, je me suis fait la remarque sur moi. Alors, ça dépend des sujets, hein, mais sur quelque chose comme le sommeil, qui est comme, enfin, on dit que c'est un Français sur 5 qui a des problématiques de sommeil. Du potentiel d'acheteur, il y en a. Et c'est vrai que autant quand c'est des accompagnements avec, j'en sais rien, des visios individuels, etc., bon, bah, si tu as 400 personnes, ça te bloque un peu ton emploi du temps. Autant si ça reste du e-learning, bah, finalement, le nombre n'est pas forcément un frein. Et même dans la démarche d'achat, moi, je l'ai vécu cet été, j'ai participé à un challenge pour apprendre à dessiner. C'était 47 euros. Bah, 47 euros, ça me faisait envie, je ne me suis pas posé de questions, en fait. Et donc, je me dis, sur l'élément déclencheur, il y a peut-être quelque chose à jouer. Alors après, je me trompe peut-être, hein, c'est tout l'intérêt de cette construction en public, c'est que je vais faire des choix qui vont peut-être être catastrophiques et je les assumerai. Et j'en prendrai, j'en apprendrai quelque chose pour les prochains choix que j'aurai à faire. Je trouve que cette stratégie de pouvoir ajouter une formation asynchrone 100% e-learning dans tes offres de formation,
C'est un sujet qui est hyper intéressant pour les formateurs parce que ça nous permet de faire ce fameux mot scaler, c'est-à-dire la formation, tu vas la préparer une fois, la mettre sur la plateforme et tu vas pouvoir la vendre 10, 20, 100 et voire 1000 fois sans que ça te demande du travail supplémentaire. Surtout si tu fais une formation avec un petit prix et qui fonctionne 100% autonome. Donc, toi, tu n'as aucune heure de formation à prévoir en plus dans ton planning. Et pour les formateurs qui nous écoutent et qui auraient envie de diversifier leurs sources de revenus sans augmenter leur temps de travail, parce que nous, quand on est formateur, notre temps de travail, c'est notre matière première. Et quand on a vendu 35 heures dans la semaine, ben, on ne peut pas rajouter 35 de plus, quoi. C'est pas possible. Et la formation en ligne, ça permet vraiment, vraiment ça. Et je trouve que ta stratégie, elle est hyper intéressante d'avoir une offre qui va répondre à une douleur, donc problème de sommeil, un Français sur 5 qui est touché, et puis une solution accessible, facile à aller chercher, qui va aller jouer sur ta casquette de sophrologue, donc qui va aller appuyer aussi sur des compétences que tu as en plus de toutes tes tentacules. Donc, une vraie problématique en fait des Français. Et autre énorme avantage pour toi, je le redis, c'est la communauté que tu as déjà construite sur LinkedIn, parce que j'ai vu que tu avais à peu près 13 000 abonnés sur LinkedIn. Pas encore, bientôt. Oui, ça augmente. Suite à ton épisode, j'arriverai à passer les 13 000. Je suis à 12 000 et quelques. J'espère. Et dans ces 13 000, partons qu'on est sur un échantillon de Français. Si on a au moins 1 sur 5 qui achète ta formation parce qu'il a des problèmes de sommeil, ça veut dire que tu vas pouvoir vraiment la communiquer. Et il y a une histoire aussi d'image, etc., que tu utilises déjà beaucoup, une éthique, je trouve qu'on voit sur tes réseaux. Je mettrai le lien vers ton profil dans le descriptif de l'épisode. Mais en fait, tu as déjà capitalisé énormément sur plein de choses qui fait que c'est une vraie stratégie gagnante, à mon avis, de lancer cette formation sur le sommeil et d'autant plus de la construire en building public, tout simplement parce que les gens, ils sauront déjà que tu lances cette formation au moment où elle va être lancée. Ok, super. Bah, écoute, j'espère que si c'est une personne sur 5 de ma communauté, je serai la plus heureuse. Après, tu vois, parce que ton podcast est à destination des formateurs, un truc que je voudrais partager qui a été mon vécu par rapport justement aux réseaux sociaux. Parce que parfois on dit, bah oui, mais bon, les réseaux, qu'est-ce que tu veux que je raconte? Ou voilà, j'ai rien à dire, j'ai rien à vendre. Et en fait, moi, je prends conscience d'un choix, d'une stratégie qui a été gagnante pour moi. C'est qu'en 2021, j'avais déjà cette ambition de dire, bon, voilà, il faut vraiment que je développe plus mon activité en direct, etc. Et je me suis dit, il faut que j'aille sur les réseaux. Mais j'avais pas d'offre. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est pas grave, je vais quand même commencer à faire mon petit trou dans les réseaux, à essayer de proposer des choses, parce que le jour où j'aurai une offre, eh ben, les gens qui me connaîtront, ils seront déjà là. Et donc, tu vois, on est quand même en 2025. J'ai commencé, moi, à être active sur LinkedIn en 2021. Et en fait, je me dis, bah, c'est cool parce que maintenant que je me suis enfin alignée sur ce que je veux faire pour proposer quelque chose, bah, les gens sont là. Et ça, pour moi, c'est un vrai atout parce que, alors sans décourager les gens, mais pour monter à moi, mais presque 13 000, ça a pris 4 ans, quoi, en étant très, 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 très active sur le réseau. Alors après, il y en a qui montent des communautés bien plus vite que moi parce que peut-être qu'ils ont une meilleure stratégie marketing, hein. Moi, je fais avec mes petits moyens du bord et un peu comme je pense que c'est correct de le faire. Mais voilà, tout ce côté réseaux sociaux, il est intéressant. Et en fait, c'est pas le jour où j'ai une offre qu'il faut me dire, bah tiens, alors quand on n'a pas le choix et que l'offre, elle est là, on va pas ne pas la vendre parce qu'on n'a pas de communauté. Mais je veux dire, ça s'anticipe de commencer à partager ces contenus, de créer ce lien avec les gens, parce que ça se fait pas en une journée, quoi. C'est vraiment sur la durée que ça va se créer. Ouais, c'est clair. Là, c'est vrai que ce que tu dis, c'est hyper important pour tous les formateurs qui nous écoutent. Si vous avez des compétences, une expertise, et même si vous êtes en sous-traitance,
commencer à parler de ce que vous savez faire, de votre spécialité et même de ce qui vous fait kiffer parce que on parle d'image de marque, de personal branding, de marque personnelle. Et en fait, c'est quand on va changer de sous-traitance à je vends mes propres formations, la plupart du temps, on va travailler avec nous parce que c'est nous. Oui. Et Delphine, avec ta communauté, je pense que tu dois commencer à avoir des clients qui viennent te chercher parce que c'est toi et pas parce que c'est tel organisme de formation. C'est vraiment pour toi qu'on vient. Et le fait d'avoir commencé très tôt à communiquer, ben, ça t'a permis de construire cette image de marque. Et alors, tiens, je vais revenir sur ce que tu me disais tout à l'heure, parce que toi, c'est vrai que quand on te voit sur LinkedIn, on te voit assez peu, mais par contre, on voit cette jolie pieuvre colorée que tu partages sur la plupart de tes posts. Est-ce que tu peux nous donner ta stratégie? Pourquoi tu as décidé de mettre en avant une pieuvre? Et puis, qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent pour toi? Alors, la jolie perche, merci. Alors en fait, donc la pieuvre, j'ai un peu expliqué tout à l'heure, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à réfléchir sur finalement, c'est ma présence sur LinkedIn qui m'a fait réfléchir à tout ça, de me dire finalement, comment je vais me démarquer des autres? Donc, quand j'ai démarré, au départ, je voulais le caméléon. Parce que il y a ce côté où souvent les clients me disent mais c'est pas possible, tu bosses chez nous, parce que moi j'aime vraiment me fondre dans l'ADN des différentes boîtes dans lesquelles je suis amenée à intervenir et à me nourrir finalement d'un groupe à l'autre quand c'est plusieurs sessions de tiens, on m'a dit ça, donc je reprends des exemples qui sont toujours très en lien avec leur réalité du terrain. Moi, je supporte pas les formations où finalement c'est complètement hors sol et quand on rattache pas à l'existant, les participants sont forcément beaucoup moins proches et dans l'envie de mettre en application si ça leur paraît complètement inadapté. Donc au départ, je voulais le caméléon. Sauf que dans les emojis, il n'y avait pas le caméléon. Et que quand j'ai commencé en 2021, on a l'impression que je suis une vieille dinosaure, on était beaucoup moins sur l'IA que ce qu'on est aujourd'hui. L'IA, c'est quand même récent. L'année dernière ou il y a 2 ans peut-être, où ça a commencé vraiment à se démocratiser. Et donc, dans les emojis, il y avait la pieuvre. Donc, à côté de mon profil, j'avais cette petite pieuvre, alors qui tombait bien parce qu'elle était rose, donc c'est ma couleur, c'était cool. Et puis après, j'ai commencé à avoir d'autres personnes qui avaient la pieuvre. Alors, ça a commencé un peu à me casser les pieds, bien que la pieuvre ne m'appartienne pas, donc je peux rien dire, mais je me suis dit, finalement, des pieuvres, il y en a d'autres. Et donc, quand l'IA est arrivée, je me suis dit, super, j'ai commencé à travailler à avoir cette petite pieuvre rose qui a beaucoup évolué aussi, parce que quand je revois les premiers modèles que je faisais, je me dis, oh mon Dieu, c'est pas possible que je faisais des posts avec ce truc horrible, mais voilà. Et donc, la pieuvre, d'une certaine façon, c'était la manière pour moi d'avoir du visuel sans me mettre moi en avant. Parce que pareil, c'est pas toujours simple, la relation à l'image de est-ce que je mets mon visage? Oui, mais j'aime pas parce que j'ai des gros joues, parce que ceci, parce que cela, parce que j'ai une ride du lion, enfin tu vois, toujours le rapport à l'image. Et donc pendant longtemps, j'ai vraiment évité de me mettre de mettre mon visage. J'avais une photo de profil que j'aimais bien et je gardais celle-là. De temps en temps, je me tapais un petit délire à faire quelques photos et en sélectionnant une parmi 4000, j'étais un peu indulgente avec moi-même et j'en gardais une. Et puis là, je me suis dit, maintenant, ça suffit, quoi. De toute façon, tu es quand même dans un métier de représentation. Tu animes des conférences devant 100 ou 200 personnes. Donc, à un moment, les gens, ils le voient, ton visage. Ils voient ta ride du lion. Ils le voient même probablement pas parce qu'ils y font certainement pas gaffe. Ils voient que tu as des joues et que tu as des kilos en trop, mais finalement, ça les empêche pas d'être intéressé par ce que tu racontes et finalement on vient pas pour ton poids sur la balance, on vient pour ce que tu apportes comme niveau de compétence. Donc voilà, donc ça fait que je suis en plein travail sur moi aussi là-dessus. C'est pour ça que depuis que je fais du building public, je me mets un peu plus en photo. Et prochainement, j'ai demandé au Père Noël justement une séance avec une photographe pour travailler là-dessus. Parce qu'après, moi, je suis très attachée à mon identité, ce côté la formation où ça va bien se passer, c'est sympa, c'est très bienveillant, c'est fun, le sourire et tout. Et je veux que ça transparaisse dans les photos qu'on va faire. Et donc, c'était drôle parce que quand on a fait notre rendez-vous de cadrage,
Je dis, alors moi, je veux ça, 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 dans tel contexte, ça, ça, ça. Je dis, vous avez souvent des rendez-vous de cadrage comme ça? Elle me dit non. Elle me dit, en général, les gens me disent, je sais pas ce que je veux, je vous fais confiance. Ah non, mais moi, en fait, alors, je vais vous faire confiance, mais je sais exactement, exactement ce que je veux et je veux que ça ressorte, quoi. Donc voilà. Donc ça fait que tout ça, ça avance petit à petit. C'est plein, plein, plein de points, de détails, voilà, l'image, la pieuvre, les couleurs, la charte graphique. Pareil, ça, dans les gens qui n'ont pas encore commencé sur les réseaux à publier, qui y sont mais qui n'osent pas, c'est pareil, personne ne se souviendra si votre charte graphique, elle a changé. Donc, testez, commencez un truc, si ça, finalement ça vous plaît pas ou qu'il y en a trop qui ont la même que vous, bah, personne va vous dire, bah, attends, Delphine, au départ, t'avais pas ce rose-là, t'as changé de la nuance de rose. Non, mais personne ne le voit, quoi, hein. Les posts de la semaine dernière, personne s'en souvient. Donc, rassurez-vous, c'est ça qui est bien sur les réseaux, c'est que si ça fait un flop, personne l'a vu. Donc, testez. Et puis, voilà, moi, j'aime bien ce côté, je fais, j'essaye, ça marche pas, je restructure, et puis, bah, petit à petit, on arrive à une identité qui se construit, avec laquelle on est en phase, et puis qui commence à être différenciante, où les gens nous connaissent en tant que tels. Souvent, j'ai des gens qui me disent, ah, bah, ah oui, bah, on m'a parlé de toi, la formatrice à la pieuvre. Je dis, ah, ok, cool. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai beaucoup de clientes qui attendent le dernier moment avant de démarrer. Bah, toi, tu t'es lancé en 2021, donc quasiment 4 ans. Et là, ce que j'entends, c'est que ça prend du temps à construire. Ça se fait pas d'un coup, ça se fait avec des essais, des erreurs. Puis on va apprivoiser son image petit à petit. Au début, bah, tu vas pas te montrer. Et puis tranquillement, tu vas commencer à faire des contenus où tu vas te montrer, où tu vas aussi te montrer dans tes textes parce que tu vas partager par exemple des difficultés que tu peux avoir, des choses que tu vas rencontrer. Alors pas forcément de raconter toute sa vie perso ou quoi, mais Oui. voilà, il y a des choses qui peuvent arriver comme ça. Et ce que je trouve chouette dans ton profil, c'est que tu pousses les formateurs qui peuvent nous écouter à se lancer dès aujourd'hui parce que finalement, ça prend du temps à construire, beaucoup de temps. Ça fait, du coup, ça fait 4 ans pour toi. Euh, et c'est aujourd'hui que tu commences à sentir des gros fruits, on va dire, Ouais. de ces efforts que tu as faits. Et, euh, et ça, c'est un beau message pour les gens qui nous écoutent. J'ai pas mal de formateurs qui ont peur de publier parce qu'ils ont peur des haters, des mauvais commentaires, etc. Et toi qui publies très souvent et qui a beaucoup d'abonnés, est-ce que tu peux compter le nombre de haters que tu as eu dans ta vie sur LinkedIn? Eh ben, je dirais qu'ils se comptent sur les doigts d'une main. Ils sont très peu nombreux et en fait, moi, c'est pour ça que je suis très investie sur ce réseau parce que je trouve que il est quand même très safe dans le sens où les gens sont là avec leur nom, leur fonction, leur employeur. Et donc, bah, avant d'aller casser les pieds à quelqu'un, bah, tu réfléchis à deux fois parce que potentiellement, on sait qui t'es. Contrairement à d'autres réseaux où tu t'appelles le kéké du 62. Je n'ai rien contre les gens du 62, je vous adore. Tu vois, où là, bah, finalement, tu peux aller voilà, déverser ta haine. Et donc, moi, j'aime beaucoup ce réseau pour ça. Alors, ça ne veut pas dire que les gens sont toujours d'accord avec moi, etc. Mais les, les remarques vont être construites. Et ça, c'est intéressant parce que moi, je suis complètement ouverte à la discussion, au fait qu'on ait des points de vue différents, mais quand c'est dans un but construit et constructif, c'est totalement OK. Et c'est ce qui fait qu'en fait, bah, ouais, ça n'arrive pas beaucoup. Alors après, je suis pas non plus sur des sujets très clivants, hein. Il y a ça aussi. Maintenant, peut-être que si j'étais sur des sujets beaucoup plus impactants, ce serait différent. Alors, c'est ce qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure en off, où je te disais que moi, je suis très féministe et que, par exemple, c'est quelque chose qui ne transparaît pas sur mon profil. Parce que je me dis que stratégiquement, prendre la parole sur ces sujets-là, ça peut être clivant et potentiellement, ça pourrait avoir des répercussions sur le business.
Donc pour l'instant, je fais le choix de pas forcément aller là-dessus. C'est un choix. Peut-être qu'à un moment, je vais me dire que c'est bon, je peux y aller. Parce que, en vrai, c'est aussi que aujourd'hui, j'ai un problème de enfin, un problème. C'est moi, c'est un problème avec moi-même, hein, de légitimité. De me dire finalement, je suis qui pour parler de ça, etc. Donc peut-être qu'à un moment, je vais passer cette barrière-là. Mais voilà, je m'autorise à y aller à mon rythme. Et si à un moment j'ai envie d'y aller, peut-être qu'un jour j'aurai un poste qui tombera sur ce sujet-là régulier comme ma boîte à outils du formateur ou pas. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est que finalement, on va évoquer les sujets dont on a envie de parler. Si j'ai pas envie d'aborder tel sujet, et ben en fait, je suis complètement libre de ma ligne éditoriale et tout comme je suis libre de poster à la régularité que je veux, moi je sais que j'ai eu des périodes où j'avais 2, 3 posts par semaine. Des débuts c'était chaotique, je postais pas les mêmes jours, pas aux mêmes heures, etc. Maintenant j'ai cette régularité parce que dans mon histoire LinkedIn, il y a eu aussi la programmation qui est arrivée en 4 ans, qui n'était pas le cas au départ. Donc au départ, quand tu voulais poster à 7 heures du mat, il fallait que tu sois debout à 7 heures du mat et prête à envoyer ton post. Bon, bah, la programmation, c'est quand même une charge mentale en moins, donc ça, c'est chouette. Et puis, euh, et puis c'est pareil, si on reste dans les conseils, même si c'est pas forcément l'objet de notre épisode, mais le fait de se dire, ça sert à rien de se mettre un objectif trop gros. Moi, par exemple, sur le LinkedIn public, je fais le choix de dire là, je vais poster 7 jours sur 7, mais en temps normal, je suis plutôt sur 5. Et par exemple, au mois d'octobre, il y avait le challenge in October avec des mots qu'il fallait dessiner, etc. Et j'ai voulu le faire. Et donc, tous les jours, j'ai utilisé les mots du challenge en lien avec mes problématiques, mes sujets de formation. Et en plus, je me mettais le challenge de dessiner vraiment mon dessin, pas juste de faire de l'IA. Et en fait, j'ai fait une overdose, quoi. J'en avais ras-le-bol à la fin et j'ai arrêté en cours de route. Et pendant tout le mois de novembre, je l'ai pas posté. Eh ben, c'est OK, en fait. LinkedIn ne me paye pas. Si j'ai pas envie de poster, je poste pas. Mais il y a ce côté où finalement, vaut mieux se dire, bah tiens, peut-être que pour démarrer, on sait rien, ça peut être se dire un post tous les 15 jours. Tiens, je teste, ça marche pas. Après, c'est pas juste je pose mon poste et je m'en vais, c'est je pose mon poste, il faut que je réponde aux commentaires, il faut aussi que j'aille voir les copains, tout ça, tout ça. Tout ça, c'est une espèce de gigantesque toile d'araignée qui s'entretient. Mais enfin, moi, j'aime ce réseau, quoi. Je trouve que c'est un beau réseau et on fait plein de rencontres super. Enfin, voilà, sans LinkedIn, on se serait pas rencontrés. Moi, il y a plein de gens que j'ai rencontrés en partie grâce à ça. Et donc, c'est cool, quoi. Donc, les haters, voilà, n'ayez pas trop peur. Normalement, ça se passe bien. Et Super. puis si Bon, vraiment mais il y ça, en a, on les bloque. ouais, c'est clair. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les haters, comme tu disais, ils vont pas trop hater sur LinkedIn parce que même les commentaires qu'on met sous les posts des copains ou des autres se voient et Oui, on peut pas commenter et passer incognito. Donc aussi dans les c'est ça. commentaires, on fait tous attention à notre image et effectivement, pour éviter de se griller, on fait attention au contenu Bien qu'on sûr, poste. C'est complètement. super, c'est super que tu nous partages ton expérience sur ce réseau. Merci beaucoup, Delphine. Mais on va quand même revenir à ta formation parce que c'est le sujet de l'épisode. Je pense on va déraper, mais c'est pas grave, on s'en fiche un petit peu parce que c'est passionnant ce que tu nous racontes. Et donc, toi, tu as décidé de faire une formation sur le sommeil en ligne alors que ta spécialité, c'est le présentiel. Quels Ouais. sont les challenges qui t'attendent de ce que tu as déjà anticipé? Alors ils sont nombreux parce qu'en fait, bah oui, en fait il y a plein de sujets. Déjà le sommeil c'est un sujet qui est hyper dense. Euh, alors pour la petite histoire, moi il y a je fais encore de la sous-traitance pour certains OF avec qui j'aime travailler. Et donc, il y en a un parmi eux qui est plutôt axé sur la sécurité. Et en fait, on a collaboré sur différents sujets ensemble, enfin, la sécurité au travail. Et donc, à un moment, ils avaient déjà un escape game qui existait sur un autre sujet, qui m'ont demandé d'animer, et j'ai trouvé ça génial. C'était vraiment super ce qu'ils ont monté. C'est vraiment un super projet.
Et donc, je leur dis, mais en fait, est-ce que vous en avez d'autres? Parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et moi, je me dis qu'on pourrait faire un escape game sur le sommeil. Et donc, il m'a renvoyé la balle en me disant, bah, est-ce que toi, tu peux le faire? Donc en fait, j'ai créé cet escape game sur le sommeil, donc qui est commercialisé via cette entreprise. Donc, si quelqu'un est intéressé pour mettre en place ce sujet-là, contactez-moi et je vous mettrai en lien avec le bon commanditaire. Et ce qui fait qu'en créant cet escape game, je me suis dit, waouh, mais en fait, pour faire mes choix d'énigmes, etc., je me suis dit, mais en fait, il y a tellement de points sur lesquels on pourrait créer des choses. Et donc, je me suis vraiment remise sur ce sujet du sommeil sur lequel j'ai déjà beaucoup travaillé, parce que dans ma formation de sophrologue, j'ai une spécialisation pour accompagner les gens dans le sommeil et tout. Et je me suis dit, mince, c'est vrai qu'il y a quand même un truc à jouer là, que d'un point de vue public, bah, ça touche énormément de personnes, que c'est un sujet qui peut se décliner dans l'entreprise sur des formations, sur sommeil et vigilance ou des choses comme ça, mais qui peut aussi se décliner sur du présentiel, mais aussi là sur du e-learning, plutôt à destination des particuliers. Et donc, mon premier défi, c'est de faire le choix de ce que je vais mettre dans la formation. Parce qu'en fait, il y a plein de sujets. En même temps, je ne vais pas forcément maîtriser les gens qui vont venir, donc ils vont peut-être être confrontés à plein de situations différentes par rapport au sommeil. Donc, mon idée, c'est finalement de faire des petites formations avec des prix attractifs, mais finalement d'en faire plusieurs. Avec probablement une qui sera sur les bases du sommeil et après avec des modules qui vont se décliner plus selon les situations parce qu'en fait, et alors là, c'est aussi l'intérêt, je reviens juste 2 secondes sur LinkedIn, c'est que pour pouvoir travailler ma formation et avoir un peu une idée des besoins, j'ai créé un questionnaire et je l'ai mis sur LinkedIn. Donc, vu que j'ai une communauté, bah, j'ai des réponses. Donc, ça aussi, vous voyez, le fait d'avoir monté la communauté en amont, même si je passe aussi par des sondages, etc., parce que il y a des gens qui vont plus répondre à un sondage vite fait en un clic que d'aller regarder un questionnaire plus complet. Donc, voilà, j'ai différentes sources pour essayer de me confronter à la réalité du terrain. Et donc, l'idée, ce sera, tu vois, par exemple, aujourd'hui, dans le monde du travail, il y a des gens qui vont avoir un sommeil perturbé parce qu'ils ont un travail posté. Bah, la formation, si elle est généraliste, elle va pas forcément répondre à leurs besoins. Donc, on peut avoir une première mouture sur les généralités du sommeil, le fonctionnement, et ensuite créer, c'est mon intention forcément, plutôt un module pour les personnes qui sont en travail posté. Dans les retours que j'ai eu des gens qui ont répondu au questionnaire, j'ai une personne qui m'a dit, et moi je l'ai vécu en tant que maman, alors je compatis vraiment, bah moi en fait mon sommeil il n'a pas de problème, mais par contre mon problème c'est que j'ai des enfants en bas âge et eux ils dorment pas, donc forcément je ne dors pas non plus. Et donc, bah, c'est pas les mêmes problématiques que quelqu'un qui a un sommeil perturbé parce qu'il est en travail posté. Là, c'est une problématique liée à un événement extérieur. Et donc, je me dis que ça va être une des solutions que je vais mettre en place, de finalement avoir des choses différentes. Euh, Là, hier, j'étais dans un événement pro et donc je parle de ça forcément, hein, parce que je vais vous en parler un peu partout. Et donc, j'avais des femmes en face de moi qui étaient dans la cinquantaine et qui me disent, ah bah oui, mais le sommeil, mais en même temps, quand tu as des bouffées de chaleur et que tu te réveilles trempé toute la nuit, ah bah oui, le sommeil, c'est aussi une problématique au moment de la ménopause pour nous les femmes. Donc, bah, si je parle de ménopause à quelqu'un qui est en travail posté, ça va pas forcément l'intéresser. Donc, je pense que ça va être l'objectif. L'objectif principal, voilà, c'est d'avoir une première sortie le 10 février, donc gros enjeu parce que le temps passe très vite, et ensuite de pouvoir décliner sur des modules qui seront plus adaptés à des profils spécifiques. J'ai eu de la demande, par exemple, sur mais le sommeil quand on est entrepreneur. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes problématiques quand on est entrepreneur en matière de sommeil que quand on est salarié. Ça ne veut pas dire que le salarié n'a pas de problématique, c'est juste qu'elles sont différentes. Le salarié, il se dit pas, oh mon Dieu, j'ai reçu un courrier de l'URSSAF. Ah, nous, c'est un peu plus notre quotidien. Et souvent, quand il y a un problème, c'est une grosse charge mentale. Bonjour l'URSSAF, je vous aime. Voilà. Donc là, ton sujet, le premier sujet, ça va être à quelle cible, quelle niche, on parle de niche, je veux m'adresser. Parce qu'effectivement, tout le monde peut avoir des problèmes de sommeil, sauf que on va pas s'adresser à une maman qui a des enfants à bas âge, qui a des problèmes de sommeil, à un entrepreneur qui a un courrier de l'URSSAF qu'il n'arrive pas à ouvrir et qui l'empêche de dormir. Voilà, Là, clairement, exactement.
deux mêmes problématiques, deux cibles, pas du tout le même discours. Et alors très souvent, moi dans mes clients, c'est vraiment ça, c'est qu'ils ont du mal à choisir et à se dire mais moi je veux former tout le monde sur le sommeil ou sur n'importe quel sujet. Et c'est là que c'est problématique parce qu'en fait, en communication, il faut vraiment toucher le cœur des gens, les émotions des gens. Et c'est clair que si tu parles à une maman ou à un salarié ou à un chef d'entreprise, tu vas pas du tout lui dire les mêmes choses pour le même problème. Ah, c'est trop bien. Donc, tu as encore du boulot. Alors, juste pour ceux qui nous écoutent, on est le 17 janvier au moment où on enregistre. Donc, le 10 février, c'est dans très peu de temps. Et toi, tu en es où aujourd'hui de la formation à proprement parler? Eh ben, ça avance gentiment là en parallèle. Donc, tu vois, je vais pas te montrer mon bureau, mais c'est un bordel sans nom. J'ai des bouquins, j'ai des articles, j'ai plein de trucs de recentraliser toutes les connaissances que j'ai et de comment je le réarticule. Tu vois, j'ai repris un cahier où je renote tout, je fais des flèches dans tous les sens. Donc là, je suis sur le côté vraiment conception. En tout cas du contenu, même s'il n'est pas encore en forme. Après, l'étape d'après, ce sera de la forme, parce que voilà, je voudrais de la vidéo, mais je voudrais aussi des supports attractifs. Moi, j'aime bien les côtés, tu vois, infographie, etc., des choses qui te donnent envie de les regarder et pas un article de Wikipédia où tu te dis, oh, bon, bah, je referme l'ordi et puis finalement, c'est bien, ça m'a donné envie de dormir. Alors, l'objectif sera peut-être atteint, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Et puis après, alors l'autre sujet que je mène de front, c'est de enfin, par quel biais je vais la diffuser. Alors ça aussi, c'est un sujet parce que il y a plein de plateformes qui existent avec différents modèles. Tu peux avoir le côté plateforme gratuite qui va se prendre une marge sur ce que tu vends. Tu as les côtés, j'ai un abonnement et puis alors, soit j'ai que un abonnement, soit j'ai un abonnement avec des frais supplémentaires par nombre de personnes qui achètent. Et c'est vrai que quand tu démarres sur ce genre de truc, moi, mon choix, c'est quand même que ça me coûte pas trop cher si jamais ça marche pas. Alors, si ça marche, super. Mais donc là, je m'oriente plutôt sur un modèle qui prend une marge, enfin une com sur ce que je vendrais, parce que je trouve que pour démarrer, c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, chaque plateforme a ses particularités et là, alors que je pensais avoir trouvé quelque chose de pas mal, je me confronte un peu aux écueils de la réalité de ce que la plateforme propose d'un point de vue opérationnel. J'aime le modèle économique, mais finalement, je suis pas sûre que ça va complètement répondre à mes besoins. Donc voilà, je suis dans les rendez-vous avec les boîtes pour savoir avec ma liste de questions, encore une fois, mais est-ce que vous faites ça? Mais est-ce que je peux faire ça? Et est-ce qu'il y a ça, et ceci et cela? Donc voilà, ça prend du temps. Mais c'est Ouais, intéressant. on va citer aucun outil parce qu'on ne va pas faire de Ouais, mauvaise c'est ça. pub à n'importe qui parce qu'en vérité, il n'y a pas de bon ou de mauvais outils finalement dans Ça les dépend du besoin. LMS. Ouais, tout dépend du besoin. Et puis après, personnellement, moi, je trouve qu'il faut en choisir un en fonction de ce qui nous va à l'instant T, et puis après adapter en fait, en se disant aussi que les plateformes évoluent aussi au fur et à mesure du temps. Donc, faut éviter de prendre quelque chose de trop surdimensionné parce que ça peut coûter vite très cher. Et en même temps, éviter les trucs trop sous-dimensionnés où on va se retrouver en fait à devoir migrer tout ce qu'on a déjà créé sur une autre plateforme parce qu'on se rend compte qu'en fait, la version gratuite, enfin voilà, peu importe. Mais donc, c'est à la fois c'est anecdotique comme choix, mais pas tant que ça. Ah ben non, non, moi je dirais pas que c'est anecdotique, c'est un vrai sujet, je trouve, parce que pareil, en plus, c'est une chance et un problème à la fois, c'est que pendant 3 ans, pour un organisme de formation, j'accompagnais d'autres organismes de formation à se moderniser. Donc, pendant 3 ans, j'ai beaucoup bossé là-dessus, sur finalement, tiens, quand j'ai besoin d'un LMS, c'est quoi les besoins? C'est sûr que quelqu'un qui a Calliope, il va vouloir beaucoup plus de traçabilité, de stats, de présence, etc., que quelqu'un, moi, là, typiquement, sur une formation à destination de particuliers, les stats, j'ai pas besoin de grand-chose. Personne va venir me demander, tiens, t'as fait quoi, avec qui, comment? Ce que je veux, c'est que ma formation, elle soit accessible aux personnes qui seraient potentiellement intéressées
et que eux aient une bonne expérience utilisateur. Donc forcément, si c'était à destination des entreprises, mes choix seraient complètement différents. Mais c'est vrai que d'avoir vu beaucoup de plateformes, je sais qu'il y a des possibilités chez certains et donc on se dit ah mince ouais mais vous avez pas ça. Donc je suis un peu je pense la casse-pied dans les rendez-vous clients en ce moment de ce genre de plateforme en disant oui mais est-ce que vous faites ça? Mais est-ce qu'il y a ceci? Mais est-ce qu'il y a cela? Parce que encore une fois je sais à peu près ce que je veux donc il faut que je trouve mon mouton à 5 pattes ou ma pieuvre à 10 tentacules. Bah, trop bien. Ah, j'adore tous tes challenges et tout ce que tu nous partages. Je crois qu'il n'y a pas de hasard si tu étais notre première invitée. C'est trop bien tout ce que tu nous as expliqué. Merci beaucoup, Avec Delphine. plaisir. Alors, le petit mot de la fin de cet épisode, c'est la question que j'aimerais poser à tous mes invités. C'est les 3 pépites ou les 3 conseils que tu aimerais partager aux formateurs qui nous écoutent, qui sont peut-être à un niveau moins avancé ou peut-être aussi avancé que toi et moi. Alors moi, il y en a, enfin, il y en a certains que je partage fréquemment sur LinkedIn parce que moi, c'est vraiment le cadre que moi, je m'impose en tant que formatrice. Le premier, c'est la congruence. Le fait d'être aligné entre qui je suis et ce que je fais et ce que je prône, etc. Pour moi, c'est hyper important. Et je donne souvent cet exemple parce que je trouve qu'il est parlant. Ça fait plusieurs années que j'anime un séminaire pour une banque parisienne avec beaucoup de personnes. On est entre 40 et 90 participants, donc voilà. C'est une animation qui est très intense, parce qu'il y a énormément de choses à voir et à faire. Et donc forcément, bah, tu imagines bien que les horaires, on ne peut pas se permettre qu'il y ait des retardataires systématiquement. Et donc, moi, j'ai une petite astuce que je partage en même temps aux formateurs qui nous écoutent, c'est que le premier jour, je donne un certain nombre de règles de vie parce que voilà, il y a plein de petits points à mettre en place. Et je leur dis, voilà, moi, je suis une formatrice très méchante. Il faut savoir que je suis très à cheval sur les horaires, que c'est mon téléphone qui fait foi. Donc, quand je dis que la pause, c'est 10h, 10h15, c'est 10h15 à mon téléphone. Donc, je vous dis, moi, cette heure-ci, il est telle heure, donc synchronisez-vous sur moi. Et en fait, toute personne qui passera la porte au-delà de l'heure de retour devra chanter une chanson. Et par contre, le truc, c'est que quand ils sont en retard, je lâche pas l'affaire, en fait. On redémarre pas tant qu'ils n'ont pas chanté. Et donc, un jour, et donc moi, la congruence est hyper importante pour moi. Un jour, sur la deuxième journée, après la pause de l'après-midi, il y a une organisation de la salle qui est différente, et ce qui fait qu'on demande aux participants de vraiment sortir de la salle pendant la pause parce qu'on doit réorganiser des choses un peu surprises, tu vois. Et donc, une fois, je vais pour ouvrir la porte à l'heure et j'ai une collègue qui me dit attends, attends, c'est pas bon, n'ouvre pas la porte. Sauf qu'on devait reprendre à 15h15 et que j'ouvre la porte, il est 15h16. Et donc, évidemment, ils m'attendent tous en me disant Delphine, il est 15h16. Et je dis, vous avez raison, bah, je vais devoir chanter. Par contre, je dénigre toute responsabilité sur la pluie pendant 3 semaines. Et donc, j'ai chanté. Et donc, j'ai pas du tout aimé chanter. Mais à un moment, je peux pas les tanner avec une règle comme ça et leur imposer de chanter parce qu'en gros, je les lâche pas. euh, et ne pas le faire moi-même. Et donc ça, je pense que dans la formation, c'est quelque chose qui est hyper important. Tu vois, on peut pas dire, alors il n'y a pas de question bête, et puis quand un tel repose 3 fois la question, fait un, tu vois, bah non, soit tu le dis pas, mais si tu dis qu'il n'y a pas de question bête, en gros, faut être vraiment dans l'accueil des questions et d'avoir toujours, donc ça c'est mon premier. Après, oui, je pense qu'il faut aimer ce métier parce que je pense qu'à un moment, quand on peut plus voir les gens, faut changer, quoi. Alors c'est vrai, quand on est indépendant, je pense que c'est un métier qu'on fait vraiment par passion, je pense. Mais c'est vrai que parfois, j'ai rencontré des formateurs qui me disaient, ouais, de toute façon, les apprenants, ils comprennent rien, etc. Moi, je me dis, quand on en est là, faut faire autre chose. Parce qu'en fait, si on n'a plus de plaisir, comment on peut accompagner des gens dans la montée en compétences si nous, déjà, on n'a pas envie de venir, quoi. Et ça, je pense que c'est un métier où si on n'a pas un peu la passion chevillée au corps, c'est compliqué. Pour tout le monde, pour soi, parce que ça doit être difficile de passer du temps avec des gens quand on n'a pas envie d'être là et que quand on
quand on a cette flamme, je pense que la transmission, elle se fait un peu plus facilement. Et puis un autre que j'aime bien, c'est l'effet Pygmalion, c'est le fait d'envoyer aux personnes que on est persuadé qu'ils vont y arriver. Et ça, moi, je l'ai expérimenté aussi dans une autre vie parce que l'année du Covid, j'ai été enseignante parce que mon activité s'était complètement cassé la gueule. Et en fait, j'avais des élèves compliqués parce que c'était des jeunes qui étaient en CAP. Et en fait, moi, j'étais persuadée que ça allait le faire. En fait, j'ai un peu un petit côté bisounours. Et à la fin de l'année, je les avais en français et en histoire géo parce qu'au départ, j'ai fait des études en histoire. Et en fait, j'ai appris, après qu'ils aient passé leur examen, que le travail que je leur ai demandé de produire pour aller passer leur examen était mais surdimensionné par rapport aux attentes. Et donc, je me suis pris une claque, parce que je me suis dit, waouh, mais en fait, je les ai maltraités, quoi, parce que je leur ai demandé un niveau d'exigence, alors que ça me paraissait pas grand-chose, mais par rapport à l'attendu, pour te donner un ordre d'idée, moi, ils ont fait un carnet avec 20 textes tout au long de l'année, alors que on m'a fait voir ce qu'ils avaient fait avec l'enseignant de l'avant, l'année précédente sur une autre promo, et en fait, c'était une feuille A4 pliée en deux avec 2 photos. Donc, imagine, la production écrite, elle était démentielle, moi, de ce que je leur ai demandé. Et donc, j'ai une collègue qui m'a dit, en fait, non, parce qu'en fait, tu étais tellement convaincu qu'ils étaient capables qu'ils t'ont suivi. Et ça, c'est une belle image, une belle illustration, je trouve, de l'effet Pygmalion, le fait que si on est persuadé que les gens sont capables, on va envoyer ces bonnes ondes d'une certaine manière et leur montrer qu'on croit en eux. Et qu'à partir de là, si nous, on croit en eux, ils ont un peu plus de chances, eux, de croire eux-mêmes en eux s'ils n'en étaient pas persuadés au départ, et qu'on va avoir des meilleurs résultats. Et je trouve qu'en formation, c'est un truc qui est hyper important parce que notre but, c'est que les gens progressent quand même. Le cœur de notre métier, c'est que quand ils sortent après nous, ils soient meilleurs qu'en rentrant. Donc, on a quand même un rôle à jouer. Ah, super. Super pour les conseils. Merci beaucoup, Delphine, de t'être prêtée au jeu. Est-ce que tu peux nous rappeler où on peut te trouver si on veut te contacter? Eh bien, alors, soit les gens n'ont pas écouté, ou alors, voilà, sur LinkedIn. Sur LinkedIn, je suis sur LinkedIn quasiment tous les jours, sur mon nom, Delphine Perque, Perque. Et donc, voilà, je réponds aux commentaires, aux sollicitations diverses et variées avec plaisir. Voilà, c'est mon réseau principal et c'est celui sur lequel on me trouve facilement. Merci beaucoup, Delphine. À bientôt. Et c'est la fin de cet épisode. Céline. Merci pour tout. J'espère que cet épisode t'a plu. Et si c'est le cas, je t'encourage à déposer 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Mais tu peux faire encore mieux en partageant cet épisode à ta collègue formatrice que ça pourrait aider. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu retrouveras toutes mes ressources gratuites, les liens vers mes formations en ligne et les détails de Being, mon accompagnement individuel, guidé, mentoré et ultra complet dans le descriptif de l'épisode. Sinon, tu peux me retrouver tous les jours sur LinkedIn et m'envoyer un message privé parce que j'aime infiniment recevoir vos messages et papoter avec vous. À la semaine prochaine!